Cet épisode, c'est un hommage. Un hommage à Lionel Pourteau, qui était mon invité en 2019 et qui nous a quittés le 1er août à l'âge de 51 ans. Et il y a plein de manières de vous parler de Lionel. Déjà sa joie, tout simplement, mais aussi son engagement. D'abord pour la musique électronique, mais aussi et surtout en tant que directeur général de l'association Habitat et Humanisme. Il s'est battu quasiment toute sa vie pour les migrants. C'est un sociologue assez exceptionnel, ou c'était un sociologue assez exceptionnel, qui par ailleurs s'est également battu contre le cancer. Il s'est même marié avec une personne dont le pronostic vital était engagé et qui est donc décédée. Et il l'a suivi malheureusement d'un cancer lui-même. C'est un épisode court, très court, puisque à l'époque je faisais des épisodes de 30 minutes, mais qui me semble important de rediffuser pour la mémoire de Lionel, mais aussi parce que je crois que son travail, qu'il a mené jusqu'au bout, vraiment jusqu'au dernier jour, est absolument indispensable aujourd'hui et pour les années à venir. Donc je vous laisse écouter cet épisode, et bon vent Lionel, merci pour tout ce que tu nous as apporté. Sur Vlan, je traite de 3 choses: la relation à soi, la relation aux autres et la relation à la nature. Et j'ai découvert récemment que ce triptyque, c'était la base de l'hindouisme, donc ça a été écrit il y a plusieurs milliers d'années en fait. Et aujourd'hui, on va parler de la relation aux autres, on va parler des réfugiés, avec Lionel Pourteau, qui est un sociologue, qui est également le directeur général du pôle réfugié du mouvement Habitat et Humanisme. Et j'ai déjà traité la question des réfugiés, avec Joséphine Goub, entre autres. Mais là, on va avoir une approche sociologique, donc du coup, qui va vous permettre de comprendre les mécanismes de fonctionnement, pourquoi la peur, comment l'acceptation. Aussi, on discute de la démographie et en quoi les réfugiés sont non pas importants, mais nécessaires dans la société française. Donc c'est une conversation hyper accessible, hyper intéressante, et je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Alors, bonjour à tous, bonjour Lionel. Bonjour. Donc, Lionel, tu es directeur général du pôle réfugié du mouvement Habitat et Humanisme. Mais avant ça, tu étais sociologue dans la médecine. Alors, du coup, je me pose la question, comment on passe de la médecine aux réfugiés ? C'est sans doute la première question que je me pose. En fait, j'avais 2 jambes. Une jambe opérationnelle à travers l'humanitaire et une jambe recherche à travers donc la sociologie. J'ai fait une thèse de sociologie en sociologie de la déviance, je peux le dire. J'ai fait une thèse sur les technivals et les free parties clandestines, dans lequel il y avait, pas que, mais il y a aussi une dimension toxicomanie, ce qui explique le lien. Mais en même temps, j'avais un master d'humanitaire. Et selon les périodes de ma vie, je suis plutôt humanitaire ou plutôt sociologue de la santé. Et c'est vrai que de 2008 à 2015 en particulier, parce que je voulais passer un diplôme un peu compliqué qui s'appelle HDR, habilitation à diriger les recherches, c'est pour devenir directeur de thèse et professeur des universités. C'est bien d'être sur un sujet très classico-classique et dans un format très universitaire. Et donc c'est pour ça que j'ai travaillé sur la sociologie du cancer. C'était très très bien à l'Institut de cancérologie Gustave Roussy à Villejuif. C'était très intéressant, mais j'avais quand même une petite frustration parce que même si la sociologie rend des services à la lutte contre le cancer, c'est pas le cœur de la meule, si je peux me permettre. Donc, on aide un petit peu, on participe un petit peu, mais et puis heureusement d'ailleurs, c'est plutôt la biologie moléculaire, la médecine, la chirurgie, la radiothérapie qui permettent de changer les choses à ce niveau-là. Et donc, au bout d'un moment, j'avais envie de reprendre un peu des choses, une activité, un champ où justement je pouvais un peu plus par moi-même changer les choses. Et c'était le moment de la crise des réfugiés dans son summum 2015-2016. Le mouvement Habitat Humanisme et son président fondateur Bernard Devers cherchaient comment développer un petit peu les activités de ce groupe qui normalement est plutôt sur l'accompagnement des populations fragiles mais pas spécialement les réfugiés, comment ils pouvaient faire pour s'investir. Et puis voilà, on a créé ce pôle accueil des réfugiés et puis maintenant on a une dizaine de centres, on a une centaine de salariés et on a
plusieurs milliers de personnes qui passent par nos dispositifs chaque année, de personnes soit des demandeurs d'asile, soit des réfugiés statutaires. Et alors justement, comment la sociologie, qui est une analyse de la société finalement, permet d'aider de manière concrète les réfugiés ? Moi, à ce stade-là, elle m'aide beaucoup plutôt pour comprendre et améliorer la question de l'accueil et de l'hospitalité. Parce que le réfugié, c'est un étranger. Et un étranger, comment on le reçoit ou pas. Et j'avoue que mes compétences sociologiques me servent à ce moment surtout à travailler au mieux les territoires, les populations d'accueil, les pouvoirs publics, les élus locaux à cet accueil. C'est là où ça me sert. On a des mécanismes, la question du réfugié, la question de l'accueil de l'étranger, c'est quelque chose qui joue autour des mécanismes d'identification. C'est un autre, c'est un étranger, mais il est comme moi, et ce qui lui arrive, quelque part, ça pourrait m'arriver. Et c'est pour ça que je vais être hospitalier. Et c'est là, c'est dans l'étude et la compréhension de ces mécanismes, y compris dans un autre niveau, dans la sociologie des organisations, pour structurer justement un dispositif d'accueil, que la sociologie peut s'avérer utile. Et alors pourquoi, aujourd'hui, on peut dire qu'en France, on voit bien la montée de l'extrémisme, on voit bien le rejet justement partout en Europe des réfugiés. À quoi c'est lié ? Alors d'un côté il y a ce que tu dis, c'est-à-dire il est comme moi, ça pourrait être moi, machin, mais en fait les gens en général le mettent plutôt à distance. Ils disent c'est leur problème, quelque part, qu'ils restent chez eux. Ils s'imaginent pas dans la situation, et pourtant ça pourrait arriver en France. En réalité, on pourrait être des réfugiés climatiques un de ces jours. Et puis c'est déjà arrivé historiquement. Voilà. Donc bon, on n'est pas à l'abri. Et là, on serait bien malin quand même. Mais qu'est-ce qui fait le mouvement en fait entre le rejet, la peur quelque part, et l'acceptation ? Le rejet, parce que l'arrivée de l'étranger chez nous, dans notre territoire, dans notre quotidien, nous interroge sur le « qui suis-je » et qui sommes-nous collectivement. Et ça va pas de soi. Et je pense qu'il faut vraiment voir la question des réfugiés comme une dimension particulière de la mondialisation et de la globalisation. Et cette mondialisation, cette globalisation nous fait peur sur des aspects plus connus, la mondialisation de l'économie, la perte de la productivité, le fait de se faire manger par les Chinois, enfin je vais rentrer dans des images un peu simples. Et quelque part, les migrations humaines dont les réfugiés ne sont qu'une dimension parmi d'autres, participent à cette réorganisation et donc aux craintes et aux peurs qui peuvent aller avec. Mais évidemment qu'on assiste, tu l'as dit, à la montée de mouvements identitaires, extrémistes un peu partout, mais surtout en Europe. Si on fait moi justement, entre ma période cancérologie et ma période réfugié, j'ai fait 6 mois de tour du monde. Et ça m'a permis de voir que le pessimisme, paradoxalement, il est surtout chez nous. Alors qu'on est parmi les gens qui s'en débrouillent, qui s'en sortent le mieux. On est quand même parmi les gens les plus déprimés ou les plus inquiets qui soient dès qu'on va ailleurs sur la planète, même si c'est des gens en beaucoup plus grande difficulté, on n'a pas ça. Pourquoi ? Parce que j'ai une hypothèse, donc je vais tenter une hypothèse optimiste. Vas-y. Je crois que cette montée identitaire, ces haines et ces montées de l'extrême droite, c'est une étape un peu normale avant sa disparition. Un peu comme quand je pense que la mondialisation globalement nous vaccine contre le racisme, quelle qu'elle soit, la mondialisation humaine ou économique. Sauf que quand on te vaccine, tu as une petite réaction vaccinale. C'est-à-dire qu'il y a un petit moment où il faut passer le cap. Moi, je suis toujours très étonné et très, très, très intéressé de voir que plus on a un taux élevé d'étrangers dans un territoire, moins on a un taux d'événements racistes et de perceptions racistes. Le racisme, il est dans l'un, il n'est pas en Seine-Saint-Denis, dans les actes et dans les mentalités quand on fait les études d'opinion. Et les grandes villes cosmopolites, alors même si ça marche au début par une élite, mais au fur et à mesure où ces mécanismes se font, au fur et à mesure où cette mondialisation, je dirais, descend dans des classes sociales plus modestes, il y a évidemment d'abord un mécanisme de racisme quand on n'y connaît rien, ce qu'on voit à la télé, on a peur. Le jour où ils arrivent, il y a un moment de cadrage où là aussi on peut avoir encore un moment un peu difficile, et après ça rentre dans la banalité. Et c'est intéressant, y compris dans les discours des catégories populaires qui sont peut-être les plus à même aujourd'hui à être dans les comportements ou dans les idées racistes, du moins telles qu'elles paraissent dans les études d'opinion, c'est de voir que
ok, il y a 100 ans, le problème c'était l'italien, c'était l'espagnol, c'était le portugais. Maintenant, ça vient un peu à l'esprit de personne, y compris des catégories les plus fragiles, à dire ça. De moins en moins le maghrébin. Alors ça va être l'afghan, ça va être le sud-africain, le subsaharien, etc. Au fur et à mesure, tout le monde arrive quand même à absorber l'altérité et à faire que l'altérité gênante, c'est celle qui est de plus en plus loin parce que il intègre l'altérité de plus en plus proche au fur et à mesure. Donc tout ça, me semble-t-il, peut-être des éléments, je peux me tromper, j'espère que non, mais je peux me tromper, qui montrent que les populations, au fur et à mesure, intègrent cette question de l'altérité et de la différence dans le cadre de ces mécanismes de globalisation humaine. Alors tu parlais de l'Europe, mais il y a aussi ce qui se passe avec Trump aux États-Unis, ce qui s'est passé au Brésil. Alors, je vais mettre de côté le Brésil, qui, à mon avis, la question de l'extrême droite chez elle est plutôt basé sur un discours de corruption, d'usure du pouvoir, etc. Je ne suis pas sûr que ça soit la même chose. Je peux me tromper, mais je n'en suis pas sûr. Trump, comment ça s'appelle ? C'est le personnage, alors il peut aussi se tromper, évidemment, mais qui a eu une analyse un peu similaire à celle que je viens de nous faire, qui s'appelle Michael Moore, donc le réalisateur de cinéma, qui disait, mais quand les dinosaures n'ont jamais dû hurler aussi fort que juste avant leur disparition. Et c'est vrai que si on regarde les cartes, là aussi je fais mon sociologue 2 secondes, si on regarde les cartes géographiques, Trump ne gagne pas dans la population. Il gagne par un mécanisme un peu complexe de la Constitution américaine qui survalorise les territoires peu peuplés. C'était une façon de résister à la domination des grandes villes dans la Constitution américaine. Mais la côte Est, la côte Ouest, même la Rust Belt du Nord, Chicago, etc., ce sont des gens qui, au fur et à mesure, multiplient le mariage pour tous, parfois même, alors je ne vais pas lier les trucs, légalisent les drogues, ce qui nous paraît très hallucinant, etc. Ce mur, de toute façon, n'a pas marché. En plus, le mur avec le Mexique. Donc là, il y a une crispation qui nous donne l'impression que là, il y a peut-être quelque chose qui se passe, mais je n'y crois pas. Sur le fond, j'ai l'impression que les tendances structurelles ne sont pas là. Ça, c'est quand même valable pour les pays développés. Je n'aurai pas les mêmes analyses pour les pays moins développés, déjà parce que je suis encore moins compétent sur les pays sous-développés que j'essaye de l'être sur les pays développés. Mais voilà, là, je ne saurais pas parler dans ces pays-là de ceux qui se jouent dans des questions identitaires. Mais chez nous, j'ai l'impression que malgré des crises ponctuelles et conjoncturelles, les mécanismes de fond lissent quand même et font qu'on va de plus en plus accepter de plus en plus d'altérité. Ce que tu disais, de toute façon, avant qu'on enregistre, c'est qu'on est dans une forme d'humanité globalisée. Donc, de toute façon, aujourd'hui, on est citoyen du monde, entre guillemets, avec des nationalismes qui sont malgré tout forts. Je pense qu'il y a aussi, parce que moi j'ai entendu des trucs genre, mais tu te rends compte, ils sont en train de remplacer les églises par des mosquées, enfin des trucs complètement débiles évidemment. Mais il y a aussi cette peur identitaire, mais parce qu'on a perdu sa propre identité, ce que tu disais tout à l'heure aussi. Mais bien sûr qu'il y a des remplacements. Il faut pas se voiler la face. Il faut pas se voiler la face. Il y a de moins en moins de catholiques qui vont de moins en moins dans les églises. Et il y a des personnes d'origine musulmane qui, à un moment donné d'ailleurs, s'identifient par rapport au groupe dominant que nous sommes, enfin nous, les classiques et traditionnels de la population française, et qui donc du coup, pour maintenir, parce qu'eux aussi se sentent, par là d'où ils viennent, se sentent extrêmement dissous, et c'est peut-être tant mieux d'ailleurs, dans notre culture et dans notre civilisation. Donc de temps en temps, ils vont essayer de garder quelques signes particuliers, même si ces signes-là, ils les retravaillent entièrement par rapport à ce qu'ils étaient initialement. Je vais prendre un exemple polémique, parce que sinon c'est pas rigolo. Le voile. Le voile, tel qu'il est pensé dans les sociétés traditionnelles musulmanes, c'est un voile de pudeur, pour cacher. Aujourd'hui, le voile, dans nos sociétés occidentales, c'est quelque chose d'ostentatoire. C'est fait pour montrer « je suis musulmane », accessoirement, et je vous emmerde. Alors, on peut discuter ce comportement, on peut y voir quelque chose de communautaire, mais c'est plus du tout la même chose. Donc, il y a des choses qui se travaillent comme ça. Il y a un intellectuel avec qui je suis rarement d'accord, mais que j'aime beaucoup. Il faut toujours avoir des gens avec qui on n'est jamais d'accord, mais qui nous aident à penser. C'est Régis Debray. Et il a écrit un très joli petit livre dans les années 2010, je crois, qui s'appelle « Éloge des frontières ». Et il dit que oui, quand on critique quand les anti critiquent les frontières et disent mais cette frontière est une passoire. Exactement. Une frontière n'est rien de plus qu'une passoire, c'est-à-dire quelque chose qui filtre. On peut le discuter, on peut penser que ça filtre pas assez, mais on ne peut pas demander à une frontière d'être autre chose que ça, d'être une passoire et de filtrer. Et si on revient sur nos questions de migration humaine, avec cette différence, migration économique, migration politique ou réfugiés politiques. De fait, je vais dire ça comme ça,
c'est à la fois une division qui ne veut rien dire, mais qui est utile. Elle ne veut rien dire parce que, je ne vais pas me faire plus marxiste que je suis, mais c'est parce qu'il y a une modification des équilibres économiques sur un territoire, par la modernisation, etc., qu'il y a une perturbation de l'ordre politique, et que ça induit des problèmes qui fait qu'il va y avoir des conflits plus ou moins armés, etc. Mais de toute façon, parce que l'ordre économique change, il y a des migrations économiques. Et en plus, on se rajoute des problèmes politiques qui doublent ça d'une migration de type réfugié. Et ce sont ces deux populations, mais qui ne sont pas deux, qui sont juste un mélange de tout ça, qui se déplacent vers un pays où les gens estiment, ou un territoire où les gens estiment qu'ils pourront mieux vivre et plus en sécurité et dans un meilleur niveau de richesse et de bien-être. Et nous, les pays d'accueil, qui considérons, c'est compliqué, mais prenons-le quand même, que nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, mais que nous devons prendre notre part, comme disait Michel Rocard, on oublie souvent la deuxième partie de la phrase. Nous, on cherche des règles pour filtrer, pour faire la passoire. Et ces règles qu'on peut discuter sur le fond, que je viens de dire en disant, bon, voilà, l'immigration économique, c'est non, les réfugiés politiques, c'est oui. C'est une façon de filtrer et d'absorber une part de l'altérité qui vient vers nous, en essayant de garder un petit peu le contrôle et la main dessus. Donc j'ai envie de dire, épistémologiquement, c'est pas logique, c'est pas vrai. Humainement, ça fait des drames, mais pratiquement, ça permet quand même de gérer les choses au fur et à mesure. Il faudrait sûrement faire plus, faire mieux, mais je comprends qu'il y a un dispositif qui existe, un peu de filtre, justement, pour absorber comme on peut, au fur et à mesure, ces populations qui arrivent sur nos territoires, où en plus elles trouveront tout à fait leur place et où dont nous en avons besoin, ne serait-ce que pour des raisons démographiques. Tu peux développer cette partie démographique, parce que je pense que tout le monde ne sait pas forcément en quoi c'est indispensable en fait. Alors il y a plusieurs raisons. Nous, par exemple, nous savons que, nous avons fait le choix, les pays développés, en particulier les pays européens, de faire un système de protection sociale qui est appuyé sur les gens qui travaillent, qui payent d'une certaine façon pour ceux qui ne travaillent pas, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils sont vieux et à la retraite. Mais donc ça s'est structuré dans le cadre d'une proportion entre population qui travaille et population qui ne travaille pas, qui était très en faveur de la première par rapport à la seconde, évidemment. Et la modification de la pyramide démographique, et puis c'est tant mieux, je pense que la fonction principale des sociétés, c'est de faire que les gens vivent le plus tard possible, restent dans la vie le plus longtemps possible. Et c'est ce qui arrive. Mais du coup, notre pyramide, qui était jadis une pyramide, devient plutôt une poire, pour garder l'image, et jusqu'au jour où elle va devenir un pommier, pour garder toujours cette image-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin de populations jeunes qui viennent chez nous travailler, dur à la tâche, ce qui est une façon polie de dire déclassement, parce que ce sont des gens qui acceptent, y compris parce qu'ils ont perdu des conditions de vie qui pouvaient être d'ailleurs parfois sympathiques. Jadis, avant la crise dans leur pays, eh bien, quand ils viennent chez nous, ils acceptent un peu tout et dans des conditions difficiles. Alors évidemment, certains vont dire, mais oui, mais ils font de la déflation. Sous-entendu, parce qu'ils acceptent de travailler dans de mauvaises conditions, ils tirent les tarifs, les salaires vers le bas, et donc, en d'autres niveaux, on dirait la productivité vers le haut, puisque c'est les deux éléments. On ne l'observe pas. On ne l'observe pas dans les chiffres. On s'aperçoit que c'est des populations qui, quelque part, ne nous ont pas coûté avant, parce que vous et moi, par exemple, toi et moi, je sais pas, du fait que tu es né sur le territoire français, tu as d'abord coûté à l'État beaucoup. La scolarité, les écoles, etc., avant de maintenant pouvoir produire et rapporter à la collectivité. Ces gens-là, ils arrivent après la principale seuil de dépenses pour la collectivité, puisqu'ils arrivent adultes, et souvent en plus, ils repartent vivre leur retraite dans leur pays d'origine, et ils ne coûtent pas non plus dans ces dispositifs-là. Donc, grosso modo, aujourd'hui, les économistes, tous, même les gens qui sont de droite de gauche, ça rentre pas dans le cadre, disent que ce sont un apport économique pour nos territoires et pour nos pays. Après, les chiffres, ils convainquent que les gens qui veulent être convaincus. Si vous avez peur des Noirs ou des Asiatiques autour de vous, on aura beau vous montrer toutes les courbes, vous vous en ficherez. Ok. Et alors, comment on fait pour faire accepter des réfugiés dans des villages? Il y a plusieurs choses, c'est qu'on en met quand même beaucoup dans les grandes villes, typiquement à Paris. Donc j'ai l'impression qu'on a tendance en France à
caler les gens partout au même endroit, quand il faudrait les mettre un peu partout. Mais comment on fait après pour les intégrer ? Déjà, les réfugiés étant des êtres humains comme les autres, comme tous les autres êtres humains, c'est une tendance planétaire, ils veulent aller dans les grandes villes. Donc nous, moi je suis d'Albi dans le Tarn, et je n'attendais qu'une chose, après le bac, pouvoir me barrer pour aller au pire, entre guillemets, à Toulouse, au mieux à Paris. Bon, j'ai pu partir à Paris, j'en suis très heureux, j'y suis depuis 25 ans, 24, bon bref. Les réfugiés, alors en plus, dans ce cas précis, ils viennent souvent eux aussi, ils ont voulu fuir leur mode de vie à la fois fragile et souvent des campagnes, et ils viennent dans deux pays où en gros, à part la capitale, souvent il n'y a pas d'autre chose. C'est encore plus concentré que chez nous. Ce qui fait que quand ils arrivent ici, après, avec beaucoup de difficultés, il faut savoir que 70% des réfugiés statutaires en France sont en Île-de-France, donc c'est extrêmement compliqué pour les accompagner. C'est pour ça que des structures comme les nôtres ont fait beaucoup d'efforts pour les aider à faire de la mobilité géographique vers des villes secondaires, on va dire entre 10 et 50 000 habitants. Mais c'est compliqué parce que comme toi, peut-être, tu n'aurais pas forcément envie de revenir là d'où venaient tes parents, je sais pas, à Périgueux ou à Dole. Eux non plus, quand ils arrivent à Paris, et puis ils ont fait beaucoup d'efforts, plus que nous pour arriver à Paris. Et quand on leur dit, maintenant, ça serait bien de repartir en Aveyron. Non, ils veulent pas. Et il faut vraiment les convaincre. Et pour les convaincre, d'ailleurs, c'est parfois assez rigolo et contre-intuitif, parce que ce qui les rassure, par exemple, c'est les barres d'immeubles et les centres commerciaux. Parce que s'il y a des barres d'immeubles et des centres commerciaux, ça veut dire que c'est une vraie ville. Alors que bon, nous, c'est pas plutôt ça qui marcherait avec nous, mais voilà. Et donc ça, on y arrive. Et nous, par exemple, on essaie de proposer des dispositifs de mobilité géographique articulés sur la formation professionnelle. Parce que nous sommes dans un pays qui a un paradoxe, et où il y a à la fois 3 millions de chômeurs, un peu moins maintenant, je crois, et c'est tant mieux, mais où il y a 300 à 400 000 emplois non pourvus. Essentiellement, d'ailleurs, dans ces territoires géographiques à démographie négative, et où en particulier, ce qui manque, c'est des métiers avec une petite formation, mais pas trop grande, métiers d'artisanat, par exemple. Pourquoi dans des départements à démographie négative ? Parce que dans l'Aveyron, dans le Tarn, là c'est pareil, on a en gros quitté le département pour aller dans la grande ville, quand on travaillait, et on y revient quand on est senior. Donc du coup, on a c'est ça qui fait la démographie négative et qui fait qu'aussi on manque d'emplois. On a des emplois non pourvus, je veux dire. Et donc nous, avec des structures comme les Compagnons du Devoir, par exemple, on essaie de créer des plateaux techniques dans ces villes-là, 5, 10, 15 000 habitants. Là, on va faire ça là, à Périgueux, par exemple, ou à Pau. Et on leur propose à la fois un logement, parce que le logement, alors évidemment, nous, franciliens, dès qu'on parle de logement social, on dit mais ça n'existe pas, c'est une espèce qui a disparu. Mais il faut savoir qu'en France, du logement social vacant, une fois que j'ai mis de côté donc l'Île-de-France, même pas Marseille, il y en a plein, Toulouse, Montpellier, il y en a partout du logement social vacant. Et donc c'est assez facile de les intégrer par le logement, et en plus de leur fournir une formation qui fait qu'ils auront facilement un métier derrière. Donc c'est un peu de l'ingénierie sociale, mais c'est pas très compliqué. Alors l'autre partie, c'est pas tellement eux, c'est la population d'accueil. Bien sûr. Est-ce qu'elle a envie de les recevoir ? Comme j'ai essayé de l'expliquer un peu plus tôt, moins elle voit d'étrangers, plus elle en a peur. Donc forcément, si je les mets à Albi ou à Réalmont dans le Tarn, le risque de rejet initial est beaucoup plus grand. Et alors, c'est compliqué, mais moi, dans mes tentatives de montée de dispositifs, j'ai eu des succès et des échecs, mais ça peut paraître étrange, mais je préfère installer les gens, on va dire, discrètement, et une fois qu'ils sont installés, faire une réunion publique avec tout le monde en disant, vous voyez, là, il y a des gens il y a des familles qui se sont installées depuis quelques semaines. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment ça se passe ? Et là, les gens découvrent qu'il y a des familles réfugiées, et deux, découvrent qu'il n'y avait tellement pas de problème qu'ils n'étaient même pas au courant. Si je fais ça dans l'autre sens, j'ai des broncas. Ouais. J'ai des broncas, je l'ai connu récemment dans le Tarn, avec un maire qui pourtant a fait beaucoup d'efforts pour les recevoir, mais il y a eu un petit jeu entre l'extrême droite d'un côté, l'opposition de gauche de l'autre, de gauche radicale, et qui était plutôt sur on n'a rien contre les réfugiés, nous on est là pour défoncer le projet du maire. Vous voyez, des fois, ça arrive quand même dans les territoires. Et là, ils ont réussi à faire échouer, à capoter le projet, en mettant des collectifs anonymes, des lettres anonymes, enfin quelque chose de très français quelque part. Voilà. Donc c'est des difficultés qu'on rencontre, et alors que lorsqu'on installe les choses, il faut évidemment toujours le soutien des élus, sans ça on peut rien faire. Et après, mais c'est comme pour tout sur la population, vous avez sur 100 personnes de la population, vous en avez 10 qui sont contre, très bruyants au début et qui vont se dissoudre très vite, et vous en aurez 20 silencieux qui vont venir vous aider et qui resteront des années à vous aider.
C'est comme ça dans plein d'autres sujets. Et alors juste par rapport à ce que tu dis quand tu dis moins on envoie, plus on en a peur, comment ça se fait qu'en PACA en particulier, ils aiment pas et pourtant ils en voient beaucoup? Alors, mais c'est intéressant PACA parce que moi je compare toujours PACA et Occitanie. Ouais. PACA et Occitanie, même taux de population d'origine étrangère. Alors, je ne parle pas de réfugiés, là je parle de population d'origine étrangère. Et les chiffres du Front National n'ont rien à voir, même si ça change et parfois c'est un peu à s'aligner, c'est du simple au double, à peu près. Donc ça veut dire que on a aussi une responsabilité politique, des acteurs politiques et qui vont décider à un moment donné de jouer de ça ou pas. Et il faut bien reconnaître que en PACA, des acteurs qui n'étaient à l'époque que ceux de la droite classique ont joué de ça, et d'ailleurs à la fin ils ont été dévorés, mais les dernières élections l'ont bien montré par la créature qu'ils avaient un peu créée. Ceux qui ne l'ont pas fait, la région Occitanie, ça ne s'est pas fait avec la même dimension. Donc quelque part, on est aussi, les acteurs politiques et publics, quels qu'ils soient, ont aussi une responsabilité. On a aussi l'extrême droite qu'on mérite, j'ai envie de dire. Et alors il y a des excès dans tout. Il y a évidemment les discours des gens qui à la fois vous disent l'extrême droite c'est très très mal, mais ils font exactement comme elle à gauche. Je pense à un ancien premier ministre socialiste ou espagnol ou catalan, je ne sais plus, qui faisait ça. Et puis il y a ceux qui ont essayé de dire si on leur dit la même chose qu'eux, ils vont aller vers nous. Ben non, à la fin, ils vont toujours vers la radicalité. Donc il y a quand même une responsabilité et donc un levier d'action. Ce qu'il ne faut pas oublier, s'il y a une responsabilité, ça veut dire qu'il y a un levier d'action sur le fait qu'on peut limiter ou pas la casse sur ce genre de comportement. Mais donc pareil, s'il n'y a pas à un moment donné de mécanique collective qui s'emballe, comme c'est arrivé dans certaines périodes de l'histoire, je pense que structurellement on va lisser les choses sur le moyen terme. Ok, c'est hyper intéressant. Non, mais du coup, ça me fait poser plein de questions sur le terrorisme. Parce qu'en fait, les gens assimilent réfugiés, terrorisme, on mélange tout, en fait. Mais là aussi, c'est de la mondialisation, et c'est de la conséquence de la vague. Prenons des événements absolument terrifiants. Les attentats, par exemple, de Nice, ou de Charlie Hebdo, ou qu'il y a eu à Barcelone, de l'autre côté il y a quelques temps, etc. On y voit quelque part le risque on l'articule avec l'arrivée justement de ces étrangers, réfugiés sur notre territoire. Mais ces attentats qui nous ont traumatisés, eux, c'était pas une fois tous les 2-3 ans, c'était une fois tous les 2-3 jours qu'ils avaient leur marché sur lequel il y avait quelqu'un qui se faisait exploser, etc. Ce sont par définition les gens qui en sont le plus victimes. Et nous, même si c'est évidemment des choses terrifiantes pour nous, ce n'est que la toute petite écume finale de ces événements. Donc là aussi, quelque part, c'est la fin de la vague de cette globalisation, y compris là de la globalisation de la violence. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors il ne s'agit pas de résumer, surtout pas, de résumer les violences qui se passent là-bas à notre responsabilité de notre action à nous, pays occidentaux. Non, ça serait faire un bien mauvais procès et presque un procès raciste d'une certaine façon. Les populations du Sud sont tout à fait capables de se dévorer entre elles-mêmes sans nous. Ceci posé, vous voyez, par exemple, nous en ce moment on travaille sur des programmes d'accueil de familles yézidis. Les yézidis, c'est une minorité monothéiste du nord de l'Irak, très ancienne, plus ancienne que le judaïsme, etc., qui ont été particulièrement massacrés par Daesh. Mais quand vous regardez les faits historiques, quand même, c'est sur ce cas précis, Daesh, il faut clairement l'articuler avec la très mauvaise gestion de la guerre en Irak de 2003 qui a été faite. Si Daesh n'aurait jamais pu exister si les Américains, puisque c'est quand même surtout eux, avaient pas épuré les sunnites de toute organisation politique irakienne pour laisser quasiment uniquement les chiites prendre, parce qu'ils étaient la majorité, c'était normal qu'ils aient leur place, prendre le pas. Et donc ces sunnites qui se sont trouvés déclassés, montrés du doigt et virés de tous les postes publics, de l'armée, de tout, mais se sont dit, mais puisqu'on nous refuse au sein de l'Irak, nous on va faire quelque chose où il n'y aura pas la place pour multiples communautés, mais uniquement appuyé sur notre communauté qui est la vérité, qui est la forme radicale du sunnisme qui a amené ceci. Donc voilà, et s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu les massacres de yézidis
Donc là aussi, n'oublions pas que ces drames que l'on vit sur notre territoire ne sont que la toute petite et ultime conséquence de drames beaucoup plus gigantesques qui se passent là-bas, parfois de notre responsabilité. Et c'est un peu étonnant d'être à la fois responsable de certains types de violences là-bas et de s'étonner que le tout petit peu qui arrive chez nous, ça soit considéré comme insupportable. Non, il faut justement cette globalisation, et c'est ça qui est très compliqué, doit nous amener à penser les choses globalement. Et c'est très compliqué mentalement de penser les choses globalement parce qu'on est presque écrasé par nos responsabilités, par les conséquences, les tenants, les aboutissants de tout ce qui se passe. Et pourtant, il faut le faire. Ça aussi, petit à petit, il faut l'intégrer. C'est fini l'époque, justement à cause de la globalisation et là des transports, où on pouvait regarder les Éthiopiens mourir loin et faire des chansons pas terribles d'ailleurs, et en disant « Ah là là, c'est terrible », mais on savait que ça n'allait pas avoir de conséquences parce qu'ils ne pouvaient pas partir de là où ils étaient. Aujourd'hui, ils peuvent partir. Et ils le font parce qu'on a tous vocation à survivre. Et alors, ce podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. C'est d'accord, on va essayer les deux. Ce à quoi j'aimerais fermer la porte, c'est au mensonge sur les chiffres. Alors ça se développe, le fact-checking se développe très vite, ce qui fait que de moins en moins d'hommes politiques peuvent dire des bêtises, parce qu'il y a une culture où de temps en temps, voilà. Et donc il y a tellement de faits et de chiffres qui sont manipulés, et même si nous, derrière les petits scientifiques, on débarque, on dit attention, la méthodologie n'est pas bonne, ou etc., on n'est pas très écoutés, parce qu'en fait les chiffres dans ce cas précis ne sont qu'une excuse pour tenir autre chose comme discours. Et donc voilà, si je voudrais fermer la porte, c'est donc au mensonge sur les chiffres. Et donc là du coup je vais faire un tout petit peu de publicité. Il y a l'Institut Migration, qui est un institut Convergence qui est installé au Collège de France, a une petite lettre internet qui s'appelle De facto. Et vous regardez tous les mois et ça prend des chiffres débiles que vous avez pu entendre dans les médias ou dans la bouche d'hommes politiques et ça les compare, etc. Donc c'est donc à ces fake news là précisément que j'aimerais fermer la porte. Ok. Et ouvrir la porte, je continue toujours sur mes projets. Dans les territoires où on manque de population, où on manque de main-d'œuvre et où tout le monde se questionne sur l'attractivité d'un territoire, eh bien, il y a des gens qui sont prêts à venir dans ces territoires-là comme vous en avez besoin. Alors, c'est un peu comme une voiture. C'est pas la couleur que je voulais. Ben non, c'est pas toujours la couleur qu'on veut, mais je vous assure que c'est pas très grave. Et sur le temps médium, on s'aperçoit que c'est quasiment tout le temps des réussites. Super. J'espère que ça sera entendu. Merci beaucoup, Lionel. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.